Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vais faire une vidéo rapide d'actualité. J'ai pas eu le temps de travailler sur les vidéos de fond. Je vous dirai à la fin pourquoi, qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais ici, on va aller droit au but parce que je voudrais dire quelque chose avant le 10 septembre, puisque le 10 septembre, il y a une journée qui est annoncée de manifestation, une sorte, diraient certains, des Gilets jaunes de le retour. Alors, ici, je ne vais pas faire une longue analyse de fond. Les Français, comme tous les Européens d'ailleurs, ont des raisons de réagir contre la politique actuelle. Ce n'est pas le sujet. Le sujet ici, c'est plutôt une question de tactique. Est-ce que ce mouvement a une chance de réussir quoi que ce soit? Et donc, est-ce que je vous encourage à participer ou non? Eh bien, je vais peut-être jouer un peu les troubles faits, mais je vous demande un petit peu de logique et de réflexion. Premièrement, un mouvement annoncé aussi longtemps à l'avance donne tout le loisir, d'une part, au pouvoir pour réagir et préparer sa réponse. Or, le pouvoir a beaucoup de moyens, des moyens financiers, technologiques, pour étudier ce qui se passe, pour employer des analystes qui vont voir comment contrecarrer. Et donc, l'annoncer à l'avance, quelque part, c'est déjà se saboter. Certains diraient, oui, mais enfin, ça vaut la peine d'essayer quand même. Eh bien, peut-être. Mais alors, réfléchissons au deuxième problème. Donc, je vous ai dit, d'une part, on a laissé trop de temps au pouvoir pour réagir. Rappelez-vous les Gilets jaunes. Hein. Personne ne s'y attendait, dit-on. Certains s'y attendaient, mais pas le pouvoir apparemment. Mais un autre problème. Et ce que je dis ici est valable pour le 10 septembre, mais il est valable pour tous les mouvements de résistance dans un pays comme la France. Est-ce que manifester, ne pas payer ses impôts, ses taxes, ne plus faire de courses, ne plus utiliser ses cartes de crédit, etc. pendant un moment. Ça ne peut être que pendant un moment, parce qu'après les gens, ils auront bien besoin de manger, d'aller travailler, etc. Est-ce que c'est utile? Eh bien, la réponse est nécessairement non. Réfléchissez bien, parce que vous ne faites pression que sur le gouvernement français. Mais ce n'est pas lui qui décide. C'est l'Union européenne qui décide de la politique. Donc, si vous ne voyez pas comme priorité du mouvement une demande que le pouvoir revienne en France, on appelle ça le Frexit en France, hein, la sortie de l'Union européenne pour que le pouvoir qui est à Bruxelles revienne à Paris, hein, c'est ça le principe, le mouvement est nécessairement perdant. Si vous voulez, si vous êtes sur un bateau et que vous voulez que le bateau fasse demi-tour, c'est au capitaine qu'il faut demander de faire demi-tour. Pas aux hôtesses qui servent les boissons. Donc, si vous ne visez pas les personnes qui ont le pouvoir, vous ne changerez rien. Bon. Alors, il y a un problème supplémentaire. Malheureusement, vous l'avez vu pendant l'histoire des Gilets jaunes, le pouvoir de Macron est très fort pour récupérer et mettre la poussière sous le tapis. Macron a dit qu'on allait faire, c'était quoi, des grands débats, c'est ça, des cahiers de doléances, pour que les gens puissent s'exprimer, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Et qu'est-ce que ça a donné? Rien. Macron a été faire des speeches dans toute la France, pour endormir les gens avec des belles paroles, il est fort, même si moi je ne peux plus l'entendre, apparemment chez certains ça marche. Et puis les gens se sont exprimés, des dizaines de milliers de personnes se sont exprimées, qu'est-ce qu'on a fait de tout ça? Rien. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer? À mon avis, quelque chose de similaire. Pas exactement la même tactique. Ils vont faire ça autrement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce 10 septembre est théoriquement une sorte de point d'orgue d'un mouvement sur Internet qui s'appelle Nicolas qui paye. Alors, Nicolas qui paye, la plupart des gens comprennent bien ce qui se passe. C'est-à-dire que dans un pays occidental normal ces dernières années, je ne dis pas que c'est un bon système, nous avons une classe moyenne importante. Nous avons une petite classe dirigeante, malheureusement très riche, on peut parler d'oligarchie, hein, on dit toujours les oligarques russes, il y a peut-être qu'en Russie où Poutine a mis les oligarques en prison, où il les a mis au pas, et chez nous, les oligarques, ils ont tout le pouvoir qu'il faut. Hein. Bref, et puis il y a, on pourrait dire le quart-monde, c'est comme ça qu'on l'appelait avant, je n'entends plus tellement cette expression, enfin une frange de la population, qui est maintenant peut-être plus qu'un quart de la population, qui est pauvre. Et donc concrètement, vu que les riches, ils ont toujours moyen, parce qu'ils ont trop de pouvoir, de détourner, d'influencer les politiques, que ce soit de façon légale ou illégale. Donc légal, c'est
Bah écoutez, si on paye trop de taxes en France pour notre entreprise, on va la mettre dans un autre pays. Ça, c'est légal. Et donc, bah, les entreprises s'en vont et font du chantage à l'emploi. Donc soit on diminue leurs taxes, bah, soit ils s'en vont. Donc c'est une forme de chantage, mais en tout cas, ça peut être présenté de façon légale. Et puis, illégalement, c'est de la corruption. Il y a certainement les deux, du légal et de l'illégal. Bon. J'espère que les cigales ne font pas trop de bruit. Et donc, les pauvres, par définition, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas eux qui vont pouvoir financer l'État et ses dépenses. Donc, concrètement, c'est la classe moyenne. Et la classe moyenne, ça peut être un homme ou une femme. Ça peut être en français, comme on dit de souche, ou un étranger. Mais en moyenne, aujourd'hui encore, celui qui finance le plus, ceux qui financent le plus l'État français, c'est quand même un homme blanc de 40-50 ans, qui a une belle situation financière et professionnelle, à qui on va taxer la fortune s'il en a, l'immobilier s'il en a, le salaire, le revenu, tout. Et puis quand il meurt, on va encore le taxer s'il veut transmettre quelque chose à ses enfants. Et donc Nicolas qui paye, c'est Nicolas qui en a ras-le-bol de payer. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'ai trouvé très intéressant la comparaison entre le Nicolas français qui paye et le Nikolaï russe, présenté par ce cher Alexandre Frussien. Vous savez que j'ai fait une vidéo avec lui très très intéressante, hein, et d'ailleurs vous appréciez beaucoup, il y a pas mal de réactions positives, hein, allez la voir aussi si vous voulez. Hein. Et donc, il a fait cette vidéo que je vous montre entre Nicolas et Nikolaï, et puis allez voir aussi l'interview que j'ai fait avec lui, pour parler de la Russie. Bon, c'est une petite parenthèse, mais vraiment la comparaison avec un autre pays, qui n'est pas de l'Union européenne, est très intéressante. Seulement voilà, ce qu'on voit maintenant sur les réseaux sociaux, c'est que le 10 septembre, il y a des appels à manifester, spécialement de la gauche et de l'extrême gauche. Alors je l'ai déjà dit, se diviser entre gauche et droite est une erreur. Mais aujourd'hui, on a un clivage. De fait, on a tort. On devrait tous se mettre ensemble pour retrouver la souveraineté de nos pays et puis ensuite organiser des élections honnêtes. Et alors on verra bien si les gens votent pour un programme de gauche ou de droite. Mais malheureusement, comme on se divise, on n'arrive à rien. Et c'est le centre extrême mondialiste qui est au pouvoir parce que la gauche et la droite, plus ou moins souverainistes, se divisent. Bon. Ceci dit, concrètement, il y a quand même des différences entre la gauche et la droite, en tout cas la supposée gauche et la supposée droite. Peut-être que j'en ferai un jour une vidéo, mais actuellement, le clivage tel qu'il est présenté, on amalgame plein de trucs qui n'ont rien à voir et qui empêchent un petit peu les gens de penser. Donc, on va vous dire, vous êtes de gauche, ça veut dire vous êtes pour les droits LGBT, vous êtes pour l'euthanasie, pour l'avortement, vous êtes pour l'immigration, vous êtes donc en fait pour le mondialisme, puisque vous êtes contre les frontières. Donc, en même temps, on vous dit que vous êtes écolo, alors qu'il n'y a rien de plus anti-écolo que le libre-échange. Il y a des choses qui vous empêchent de penser. Et pareil avec la droite, c'est que la droite, on dit que la droite est anti-immigration, alors que si vous regardez les vrais pays de droite, d'extrême droite, par exemple les Émirats arabes unis, c'est un pays que je ne déteste pas spécialement, j'aime bien le visiter, il y a des points positifs. Mais il faut reconnaître que, par définition, c'est un pays d'extrême droite, puisque c'est une royauté qui dirige. Il n'y a pas de démocratie. C'est la définition même de l'extrême droite. Or, il y a plus de 70-80% d'immigrés. Bizarre comme extrême droite. Parce qu'en fait, la droite et l'immigration, ça n'a rien à voir. C'est un amalgame qui est fait. Alors, je ne sais pas s'il est fait volontairement par une personne, hein, c'est un amalgame qui se fait avec le temps, via les médias, les politiques, les partis politiques, les gens qui jouent le jeu, etc. Et alors on n'arrive plus à penser. Mais moi je ne suis pas pour l'immigration, pourtant je ne me sens pas de droite. Oui. D'ailleurs si vous regardez à l'inverse les vrais pays d'extrême gauche dans l'histoire, Union soviétique, Cuba, etc., en Corée du Nord, c'est des pays qui empêchent l'immigration. Et c'est logique quand vous y pensez, parce que quand vous êtes de gauche et que vous voulez donner les mêmes droits à tout le monde, c'est un peu la théorie en tout cas, et vous ne pouvez pas accepter le monde entier, vous n'avez pas les moyens de donner les mêmes droits à toute la planète, donc vous devez limiter à votre population. Donc en réalité, la vraie gauche devrait être contre l'immigration et la vraie droite pour l'immigration. Et donc, comme on vous dit le contraire, je dirais ça fait des courts-circuits là-dedans, et puis les gens n'y arrivent plus à penser, à argumenter. D'ailleurs, l'argumentation devient de plus en plus pauvre sur Internet, et pas que sur Internet, à la télévision d'ailleurs. Dans le monde réel, en Europe, je ne sais pas trop, j'y suis plus. Je risque peut-être d'y passer bientôt, mais parenthèse. Mais bon, les débats sont très très pauvres, notamment parce qu'on vous empêche de penser avec des mauvais mots, avec des mots qui n'ont plus vraiment de sens. D'ailleurs, à propos de la perte d'intelligence des gens, j'ai aussi une vidéo qui marche pas mal, que vous aimez bien, et qui continue à être pas mal vue. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les partis dits d'extrême gauche. Principalement, la grande force de la gauche en France, c'est Mélenchon et les filles,
ou le nouveau Front populaire de façon générale, mais enfin, ça agrège autour de la LFI des partis qui disent un peu tout et n'importe quoi, donc disons spécialement la LFI. Or, on sait que cette extrême gauche est... Alors certains disent que c'est complicité du gouvernement, etc. Bon, ici je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sait qu'il y a beaucoup de black blocs, c'est-à-dire des gens prêts à passer à la violence. Et donc, si ce n'est pas le gouvernement qui est derrière, j'ai pas de preuve, hein, mais ça l'arrange quand même bien, parce que s'il y a des violences, ça va être une très très bonne raison, une bonne argumentation pour dire on va mettre fin à ce mouvement. Or, les demandes de la gauche, si vous regardez bien, c'est pas moins de taxes. C'est le contraire. La gauche actuelle, je vous dis, c'est pas une vraie définition de gauche, mais peu importe ce que vous appelez la gauche probablement, ce que les médias appellent la gauche, qui est pour l'immigration sans limite, pour donner de l'argent aux migrants pour qu'ils puissent avoir un niveau de vie, des soins de santé, etc. Il faut de l'argent pour tout ça. Donc il va falloir encore taxer. Donc Nicolas qui paye, il va encore payer plus avec la gauche. Il s'en cache pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, la gauche actuelle, bon, je ne vais pas rentrer ici dans les débats du racisme anti-blanc, etc. Enfin, vous voyez bien ce qui se passe. L'homme, comme moi je suis le diable. Je suis un homme de plus de 50 ans, hétérosexuel. Je suis le diable pour la gauche, pour le wokisme. Hein, qui est donc les mouvements de gauche actuels, comme je dis, extrême gauche, LFI, etc. Donc ils vont demander exactement le contraire de l'origine du mouvement de Nicolas qui paye. Donc nous avons le 10 septembre un mouvement qui est né sur une idée, qui va être défendu par des gens qui pensent le contraire, contre lesquels le gouvernement a déjà pu s'organiser. Donc, je veux dire, c'est pas question d'être optimiste ou pessimiste. C'est clair, ça va pas se passer comme les gens qui ont initié ce mouvement le souhaitaient. Ça, c'est absolument certain. Bon, c'est pas pour ça que ça va bien se passer ou mal se passer. Ça peut déclencher des choses qu'on ne maîtrise pas. Une fois qu'il y a de la violence et tout, on ne sait jamais, hein. Je ne suis pas en train de vous dire comment ça va se passer, mais ceux qui sont dans le mouvement, on en a marre de payer pour un gouvernement qui dilapide l'argent en l'envoyant à Kiev, en l'envoyant en Afrique du Sud. Quand vous voyez des trucs, ce qu'il est en train de faire avec l'argent, et alors il n'y a plus rien pour le pays, c'est complètement fou. C'est normal, il faut réagir. D'ailleurs, la démocratie, c'est le peuple qui doit dire on n'est pas d'accord ou on est d'accord avec la politique, et pour l'instant, le peuple n'est pas d'accord. Donc ce serait bien qu'il y ait une réaction. Mais je crains que cette réaction du 10 septembre soit contre-productive, parce qu'elle est infiltrée par des gens qui ne veulent pas la même chose que ce que veut le mouvement à la base. Le gouvernement a eu le temps de s'organiser. Donc, si ça se passait comme vous le vouliez, ça ne marcherait pas, parce que les défenses sont trop bien organisées, il faut les prendre par surprise. Et en plus, alors ça, on verra. Enfin, c'est quand même étonnant qu'il va avoir un vote de confiance au gouvernement Bayrou, qui est annoncé perdant déjà quasiment à l'unanimité, hein, à la droite, la gauche, etc., sur le budget, si je me souviens bien, peu importe, le 8 septembre. Donc concrètement, imaginez, vote de confiance le 8 septembre, vote contre Bayrou. Certains disent qu'en fait c'est une façon pour Bayrou de démissionner. Moi je ne suis pas un expert et peut-être que je vais avoir des surprises, mais ça me semble assez logique. Donc c'est la fin de Bayrou. Donc qu'est-ce qu'il y aura le 10 septembre? Il n'y aura pas de gouvernement. Vous allez manifester contre qui? Vous ne manifestez pas contre l'Europe. En tout cas, tout ce que j'ai vu de Nicolas qui paye, il n'y a personne qui parle des problèmes de l'Europe, qui est pourtant l'Europe qui dirige, concrètement. On n'en parle pas. C'est un mouvement contre le gouvernement français. Mais il n'y aura pas de gouvernement français. Vous voyez? Donc, ce mouvement est mort. Soyons honnêtes. Alors, dire que ça ne marchera pas, ça ne vous dit pas ce qu'il faudrait faire. En tout cas, si vous organisez à l'avenir, si vous participez à un mouvement de résistance pour changer la politique, c'est ça que vous voulez faire. Certains disent je ne m'intéresse pas à la politique. Bah si, les taxes qu'on vous prélève, c'est de la politique. Ce qu'on fait avec l'argent que l'État collecte, c'est de la politique. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Donc, si vous voulez qu'on change de politique, si vous voulez que la France change de politique, il faut que dans le mouvement, on prévoie une sortie de l'Union européenne, ou alors de manifester directement contre les autorités européennes. Je ne sais pas trop comment, c'est bien le problème. C'est que, pour moi, l'Union européenne ne peut pas réellement être démocratique, parce que, quel que soit le système, le peuple n'a quasiment pas de pouvoir. Les élections pour le Parlement, on voit que ça ne change rien. Donc on n'a pas vraiment de marge de manœuvre, donc c'est plus de la démocratie. Alors, vous pouvez toujours essayer, si vous voulez. Soit de vous manifester contre l'Union européenne, soit de vous manifester pour sortir de l'Union européenne, manifester contre le gouvernement français. C'est pas eux qui ont le pouvoir. Ah oui, ils ont peut-être le pouvoir de rajouter une petite taxe, de retirer une petite taxe, de peindre les murs de l'Élysée différemment. Mais la politique de fond,
notamment l'immigration, qui est un sujet qui revient tout le temps en France, en tout cas au niveau politique. Je ne sais pas si dans la rue, si les gens en parlent tant que ça. On sait bien que l'Union européenne veut une immigration massive. C'est marqué dans les traités, les décisions sont prises ainsi. Et alors on vous fait croire, on vous dit « Ah, Mélanie, elle a réussi ». Ben non, elle a doublé l'immigration. Alors comment est-ce qu'on fait pour vous mentir? C'est ce que je disais avec le débunkage de Pierre Chaillot sur les statistiques. Très important les statistiques parce qu'on peut présenter les choses sans mentir et en manipulant. C'est vraiment un exemple parfait. Vous prenez l'immigration illégale en Italie, vous voyez qu'elle s'est effondrée. Et donc si vous regardez que ça avec vos œillères, regardez la réussite. Ah ben oui, mais comment elle s'est effondrée l'immigration illégale? Ben, elle a légalisé tout le monde. Donc il n'y a plus d'immigration illégale. Ah, par contre, les légaux, ils ont doublé. Ah ben oui. Donc on présente les choses d'une façon pour vous faire croire qu'elle a réussi, alors qu'en fait elle a fait exactement le contraire. Bon, Mélanie, elle est intelligente, contrairement à... Enfin, Macron, je ne sais pas s'il est si bête que ça, je pense qu'il se surestime, et alors il ne prend pas les précautions nécessaires. Mélanie est beaucoup plus rusée, on va dire, que Macron, et donc elle obtient quand même, au moins superficiellement, certains succès. Mais globalement, elle est complice de l'Union européenne, et elle ne va pas pouvoir aller contre la politique de l'Union européenne. Sinon, elle ne serait pas à sa place. Donc, en résumé, le 10 septembre, c'est raté, je suis désolé, vous allez voir. Alors quand je dis vous allez voir, je vous dis encore une fois, je ne sais pas comment ça va se passer, hein, ça peut dégénérer, je ne le souhaite pas, hein, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut que ça se passe, mais il va peut-être y avoir des conflits à cause des Black Blocs, peut-être certains vont se défendre contre les Black Blocs, que la police va intervenir, etc. etc. Je ne sais pas hein, tout ce qui va se passer. Mais ce que vous voulez, c'est-à-dire mettre pression sur le gouvernement pour qu'il allège les taxes et qu'il permette aux gens qui travaillent d'avoir une vie plus décente et d'arrêter de dilapider l'argent, ça ne marchera pas. Ça c'est absolument certain. Donc, à l'avenir, si vous voulez un mouvement qui marche, soit contre l'Union européenne, soit pour sortir de l'Union européenne, et arrêtez de vous diviser avec la gauche et la droite. Mais bon, je dis ça, c'est valable dans les deux camps. Hein. Parce que la droite, elle dit « Ah non, non, les filles, je ne veux pas en entendre parler. » Les filles « Ah non, non, l'extrême droite. » Alors que bon, ce qu'ils appellent l'extrême droite, je ne sais même pas s'ils sont de droite, mais bon, allez voir en Ukraine, et comme je disais aux Émirats Arabes Unis, que c'est l'extrême droite, vous allez voir que les programmes de ce que nous on appelle la droite, genre Rassemblement National, que je ne défends pas du tout, hein, c'est pas le sujet, c'était un programme de gauche, quoi. Bon. Seulement, pas la même gauche. Une gauche un petit peu moins extrême. Et alors on dit que c'est la droite. Encore une fois, on manipule les mots tout le temps. Et je ne sais même pas s'il y a une vraie volonté. C'est un petit peu entre la presse, les politiciens, les gens eux-mêmes, les étiquettes, machin. C'est difficile de savoir d'où vient cette manipulation des mots, en fait. Donc, j'ai vu des gens sur des réseaux sociaux qui me disent « Tu te rends compte si le RN était au pouvoir, si Marine Le Pen était au pouvoir, qu'est-ce qu'elle ferait de différent de Macron ?» Ben, rien. C'est rien. C'est Ursula qui décide de toute façon, et s'il ne sera plus Ursula, ce sera son successeur. Le compte, c'est soit que le successeur d'Ursula soit Macron. Alors ça montrerait bien l'ironie de ceux qui croyaient qu'en votant pour un parti soi-disant d'extrême droite, ils allaient changer quelque chose. Je suis désolé, mais bon. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, et je le répète, on a besoin dans le mouvement d'une réaction, on va dire forte, du peuple français, pour sauver la France. À mon avis, des moyens démocratiques, je veux dire légaux, il n'y a plus beaucoup de marge. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, parce que moi, je ne veux pas être dans l'inégalité. Et je ne veux pas non plus sous-entendre de faire des choses vraiment mal. Ça va être difficile de trouver le bon équilibre. Et donc, je ne peux qu'encourager ceux qui ont le courage justement d'agir. Et ça ne va pas être facile. C'est pas gagné d'avance. Loin de là. Quelle que soit votre tactique. Mais alors, la tactique actuelle du 10 septembre, ça s'est perdu d'avance. Voilà. Et désolé pour le pessimisme. Je ne fais qu'analyser les choses froidement et objectivement. Il y en a d'autres qui l'ont fait, notamment François Asselineau. Alors, je vous ai dit avant de terminer, je vous donnerai un petit mot. J'avais préparé déjà 2 vidéos que je n'ai pas pu publier, notamment une où je vous invitais au mariage. Et puis on a découvert que les notaires colombiens ne peuvent pas nous marier parce qu'on est 2 étrangers. C'est un des rares pays du monde où même quand on est résident, 2 étrangers ne peuvent pas se marier. Donc ça change encore tout. On est en train de voir avec le consulat belge s'ils ne peuvent pas trouver une autre solution pour nous. C'est pas facile, mais ça chamboule encore tout notre programme. On a l'habitude, ça fait 5 ans que nos programmes se mettent jamais à jour. Hein. Je me demande si un jour on va trouver une situation stable. Et donc je vous tiendrai au courant quand j'aurai des informations. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire. Mais j'avais préparé une longue vidéo, je vous invitais en Colombie, je vous parlais du mariage, je vous parlais des... Et puis voilà, elle restera dans les
brouillon, jamais publié, puisque je m'étais basé sur l'information du premier notaire qu'on avait rencontré et qui voulait bien nous marier. Et donc en creusant, il a vu qu'il n'avait pas le droit. On a vérifié auprès de 2 notaires de Bogota. Eh bien, il confirme. En 4e notaire à Florida Blanca, qui est en fait la commune où j'habite, la municipalité où j'habite, hein, qui est dans la métropole de Bucaramanga, il confirme. Et l'ambassade de Belgique m'a envoyé en lien du ministère de la Justice colombien, qui confirme aussi cette impossibilité. Donc, on est vraiment, encore une fois, coincé. Et voilà, pour une fois, je ne peux même pas vous dire, vous pouvez m'aider en faisant ceci ou cela. Ce n'est pas de l'aide dont j'ai besoin, c'est peut-être un miracle du consulat belge qui pourra trouver une solution, une espèce de mariage virtuel à distance, parce que ça existe. Ou alors en mariage en Belgique. Pour ça, il faudrait qu'on ait un visa pour Marinella, pour aller en Belgique. On ne sait jamais que le consulat, conscient de notre difficulté, des années qu'on essaye de se marier, ne va pas faire un petit geste pour nous faciliter le travail. Je croise les doigts et donc je vous salue tous. Merci à toutes et à tous donc, pour votre intérêt pour mes vidéos, pour votre soutien de très longue date. Et je vous dis à très bientôt d'une façon ou d'une autre.